Donc je remercie Monsieur Bille d'avoir rectifié une petite chose. Je ne vais pas me fâcher avec les IRTS, donc je n'ai jamais été directeur d'IRTS, j'étais bien directeur d'un centre de formation au travail social dans ma carrière. J'étais aussi, et je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé de m'exprimer, j'ai aussi une expérience dans le social, médico-social en tant qu'ancien directeur de foyer de l'enfance, et puis ancien formateur, et étant en retraite, j'ai aussi été amené à faire des remplacements d'intérim dans les domaines du handicap. Donc je pense que c'est tout ça qui a motivé le fait qu'on me contacte, parce que je ne suis pas un chercheur. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai une histoire, et je vais vous parler de cette place, évidemment, pour développer mon propos. Il n'a pas été mentionné, mais c'était normal, puisque c'était le deal. Je ne représente pas l'institution à laquelle je suis lié, qui est le Défenseur des droits. Il y a un magnifique stand, et j'en profite pour saluer mes collègues qui doivent être dans la salle, mais je suis aussi délégué Défenseur des droits. Je ne pourrais pas faire l'économie de cette place durant le développement de mon propos, parce qu'elle me ramène au sujet de vos assises. Voilà, donc je démarre par 4 anecdotes, non pas qu'on m'a rapportées, mais que j'ai vécues, soit dans le domaine social, soit dans mon exercice de délégué défenseur des droits, dans les permanences que l'on fait. Donc ces anecdotes sont réelles, et ces 4 anecdotes, elles vont articuler ensuite mon développement. Donc la première, ce sont des faits, je vous le redis, réels. Madame X est maman d'un enfant de 11 ans, que je vais prénommer Pascal, évidemment, vous vous doutez bien, mais c'est la loi du genre, j'ai changé les prénoms, identifié comme atteint d'une forme d'autisme sévère. Compte tenu de sa situation familiale, les parents et l'enfant font l'objet d'une mesure d'assistance éducative qui a été ordonnée par le juge. Pascal bénéficie d'une notification MDPH qui lui attribue une orientation dans 3e E au choix de la famille. Dans l'attente de places disponibles au sein de l'un de ces IME, Pascal est pris en charge en Ulysse. Il bénéficie d'une aide humaine individuelle à 100%. Cette disposition est prise dans l'attente d'une prise en charge en établissement spécialisé. La situation en Ulysse ne se passe pas bien du tout. Les enseignants disent, depuis 2 ans qu'il y est, éprouver les pires difficultés pour accompagner cet enfant, en dépit de l'accompagnement d'une AESH. La maman et le service social mandaté ont alerté le défenseur des droits pour faire valoir l'entrave aux droits de cet enfant, dans la mesure où la prise en charge en Ulysse apparaît inadaptée. La notification de la MDPH prévoyant une intégration en IME peine, et c'est un euphémisme, à se mettre en place. J'ai contacté ces IME, ils disposent de listes d'attente de 2 à 3 ans. En attendant, la situation de Pascal en Ulysse ne s'arrange pas, sauf à constater que les professionnels de terrain cherchent au mieux à s'adapter dans un contexte, et je parle aussi des enseignants, où les moyens dont aurait besoin Pascal, compte tenu de son handicap, ne sont pas là. La maman comme le service éducatif sont désespérés de ne pas pouvoir se faire comprendre et de constater que les mêmes réponses sont faites depuis plusieurs années. Il faut attendre. Pendant ce temps-là, l'enfant grandit. Deuxième situation, la petite Sarah est âgée de 2 ans. Le juge pour enfants, à la suite d'un signalement mettant en évidence une vulnérabilité parentale, a ordonné le placement de cet enfant en la confiant à la pouponnière départementale. Sarah est par ailleurs atteinte d'une forme de handicap rare. En lien avec les parents, un CAMS a été sollicité pour assurer un accompagnement médico-social et médical, de sorte de préciser le diagnostic du handicap et suggérer une orientation adéquate à la MDPH. La pouponnière départementale ne dispose pas de personnel de soins adapté à cette situation. Les parents sont dans l'incapacité d'assurer les visites régulières au CAMS. Les puéricultrices de la pouponnière sont débordées puisque, comme dans beaucoup de pouponnières, celle-ci connaît un sureffectif chronique. Ce sont donc les personnels du CAMS qui ont inversé leur méthode de travail en intervenant ponctuellement, directement au sein de la pouponnière, mais loin, très loin même, de pouvoir assurer un accompagnement thérapeutique constant, en dépit des besoins de la petite Sarah. Les équipes en place ont fait ce qu'elles ont pu, comme elles ont pu, à défaut d'une structure adaptée. Troisième anecdote, un foyer de l'enfance se voit confier Stéphane, un jeune de 15 ans, dont le comportement est incontrôlable. Son parcours est fait de fugues multiples, passant par des prises en charge en psychiatrie, et notamment en service adulte, faute de pédopsychiatrie. Stéphane a vécu en région parisienne et ses parents se sont installés dans le département de la Moselle.
sous-entendu. Stéphane a été confié au foyer de l'enfance, à défaut d'autres solutions. Il cumule des plaintes pénales dont il fait l'objet, car Stéphane est tantôt incendiaire, tantôt destructeur de voitures et d'autres méfaits, mettant en échec l'arsenal éducatif de la protection de l'enfance. Stéphane fait en même temps l'objet d'une mesure d'assistance éducative assurée par un service de protection judiciaire de la jeunesse. À l'initiative, à l'époque, de la protection judiciaire de la jeunesse, il a été considéré par les représentants des structures qui avaient été amenés à le connaître qu'il fallait se coordonner, se parler et échanger des meilleures prises en charge possibles. Je n'invente pas les chiffres, 15 intervenants se sont retrouvés autour d'une table, issus de la région parisienne autant que du territoire. Psychiatres, éducateurs des différents services, médecins, etc. Tous témoins du parcours de cet adolescent. Tout ce monde, dont je faisais partie, a devisé sur Stéphane. Le diagnostic a été à nouveau posé par rapport au diagnostic précédent, mais la seule différence par rapport justement à ce diagnostic précédent, c'était que Stéphane avait une année de plus. Il y avait donc consensus pour affirmer que le comportement de Stéphane relevait d'une prise en charge psychothérapeutique indisponible. Donc, à la fin de cette réunion, à l'effectif pléthorique et au bout de 3 heures, l'orientation, faute de mieux, fut de poursuivre la prise en charge au sein du foyer de l'enfance qui continua, par obligation, d'assurer la protection de Stéphane sans aucun moyen médico-social à mettre en place. Et il a fallu annoncer ça aux éducateurs du foyer de l'unité de vie des adolescents où était confié Stéphane. Ces éducateurs ont souffert de cet échec, ils ont été renvoyés à leur impuissance et à leur désespérance professionnelle. Cette histoire, qui date d'une vingtaine d'années, et par la force des événements, a trouvé un terme puisque le jeune Stéphane a connu une fin tragique. Dernière anecdote. Madame Y doit accompagner son enfant au sein d'un CAMS en raison d'une suspicion de handicap signalée par le service de PMI de proximité. Mais le CAMS constate que la présentation de l'enfant au créneau de rendez-vous est honorée de façon aléatoire. En dépit des contacts avec la maman, la situation n'évolue pas. Le CAMS décide d'une information préoccupante en informant la maman de cette disposition. Cette information portait ses fruits puisque la CRIP a constaté que la maman confondait la PMI et le CAMS. En effet, la maman pensait à toute bonne foi que PMI et CAMS étaient un seul et même organisme. Toutes ces petites anecdotes, bien entendu réelles, je vous l'ai déjà dit, servent d'illustration introductive des aspects que je vais développer. En premier lieu, je vous exposerai mon point de vue sur ma façon de voir l'état des lieux. Ensuite, j'évoquerai quelques effets sur les enfants, les familles et les professionnels pour enfin regarder les solutions qui nous sont suggérées. Donc, quelques éléments d'état des lieux. Rappeler les origines plurielles des enfants et de leurs familles relevant de la protection de l'enfance et du handicap est chose entendue. L'inspection générale de l'action sociale confirme la prise en charge de ces mineurs nommés complexes, mais pointe l'absence de mode de prise en charge adapté ou d'une prise en charge éclatée entre l'ASE et les structures relevant du médico-social. Faisant écho au rapport du Défenseur des droits de 2015, il est difficile d'avoir une idée juste du nombre de mineurs que cela représente sur l'ensemble des enfants pris en charge par les départements. Actuellement, on estime que 340 000 mineurs relèvent de la protection de l'enfance sur la France entière, soit un taux de 2% des moins de 18 ans. La moitié de ces enfants seraient placés, selon la DRES, la Direction des études statistiques, et selon le Conseil économique, social et de l'environnement, entre 15 et 30% des enfants et jeunes pris en charge par l'ASE présentent des handicaps, dont, je cite, une proportion importante de jeunes en difficultés multiples, parfois improprement appelés incasables, car atteints de handicap d'ordre psychique. Adrien Taquet, qui est intervenu tout à l'heure, concède que 30% des gamins aujourd'hui qui sont à l'ASE sont porteurs d'une reconnaissance de handicap. Ça soulève un certain nombre de défis avec des décideurs différents, des financements différents. Et quand vous êtes au croisement de ces politiques, vous tombez, nous dit-il, dans le trou entre les deux. De plus, à évoquer des enfants en situation de handicap signifie qu'on nommait le caractère hétérogène des handicaps. En effet, personne, et sauf erreur de ma part, dans le cas des enfants confiés au titre de la protection de l'enfance, est capable de distinguer le nombre d'enfants autistes ou atteints de handicap physique ou de handicap rare, par exemple, et surtout de préciser les spécificités du handicap psychique et mental. Or, ces catégories de handicap ne posent pas le même type de difficultés aux professionnels de l'enfance. Depuis la loi hospitalière de 1970, le secteur médico-social s'est distingué du soin hospitalier. Les enfants et les adultes en situation de handicap n'étant plus considérés comme des malades, mais comme des personnes à accompagner dans leur vie.
La loi de 1975, celle qui concerne les personnes en situation de handicap, renforcée par celle de 2005, a établi donc que ces personnes bénéficient d'un accès total à leurs droits fondamentaux. Dans le même temps, l'ASE a subi de profondes transformations depuis les décrets des années 1953 et 1954, en faisant plus de place aux familles et aux droits de l'enfant sous l'impulsion de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE notamment. Et ce sont les conseils départementaux qui ont hérité de la compétence de la protection de l'enfance en danger depuis les lois de décentralisation des années 83-84. Enfin, sous l'impulsion de la Convention internationale des droits des personnes handicapées de l'ONU édictée en 2008, puis des directives européennes des années 2010, l'inclusion sociale est devenue un axe cardinal des politiques publiques françaises, visant un accueil non discriminatoire des personnes en situation de handicap dans toutes les sphères de la vie en société. Ainsi, les enfants en situation de handicap doivent fréquenter l'école publique, les lieux d'éveil d'apprentissage culturel, sportif, de loisirs, à l'égal de tout un chacun, ce qu'il est convenu de nommer dorénavant le droit commun, se distinguant donc du droit d'exception, ou pire d'exclusion, dans le cadre de la promotion des non-discriminations. Si ces principes peuvent paraître vertueux et gageons qu'ils le sont, ils rencontrent toutefois des limites. Le découpage des problématiques d'un enfant en situation de handicap reste campé sur des modèles de logique de soins, un peu comme si chaque enfant était comparable à une mécanique à réparer, où à chaque problème correspondrait une pièce à refaire, laquelle correspondrait à son spécialiste. Tout cela, alors que dans le même temps, il réclamait une prise en charge globale, coordonnée et cohérente, à l'opposé d'une juxtaposition des intervenants et des structures. Deuxième limite, les situations estimées complexes en protection de l'enfance et dans le champ du handicap sont fréquemment celles d'enfants dont les besoins d'accompagnement sont multiples. L'enfant est considéré comme un tout où tous les éléments de son être sont intriqués, ce qui suppose ou impose une vision globale de sa prise en charge. Or, chaque secteur considère l'autre comme spécialiste d'une question connexe auquel on doit se référer pour traiter une part de la problématique de l'enfant. Pourtant, en vertu de ces séparations strictes et malgré les réflexions politiques et techniques menées depuis des décennies, aujourd'hui, un enfant protégé en situation de handicap dispose, entre guillemets, légalement et réglementairement, d'un PPE, mais tous les départements n'ont encore pas mis en œuvre, d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un plan personnalisé de compensation, d'un projet de soins, lorsqu'un acteur de soins intervient, d'un ou de plusieurs projets personnalisés reliés au PPE, lorsqu'un enfant, par exemple relié au PPE, lorsqu'un enfant est accueilli dans une structure sociale, une MEX ou une structure médico-sociale. Et pourtant, l'élaboration des projets d'accompagnement globaux et partagés reste encore difficile à réaliser. Ces logiques, nommées durant vos assises de tuyaux d'orgue ou de stylo, amènent, comme le signalait Geneviève Mavenard, donc qui a précédé Éric Dolmar comme défenseur des enfants, nous dit certains de ces enfants peuvent être accueillis en maison d'enfants à caractère social, quand d'autres auront une place en IME ou en institut thérapeutique, les ITEP par exemple, le plus souvent à temps partiel, car les structures médico-sociales sont rarement ouvertes 24 heures sur 24 et toute l'année. Résultat, la réponse est toujours morcelée entre différents types d'accompagnement, établissements médico-sociaux la semaine, famille d'accueil et MEX le week-end, alors que ces enfants ont justement besoin de continuité, conclut Madame Avenard. Ces politiques publiques de silo démontrent, comme le dit Patricia Fiarc, je crois qu'elle sera durant les assises, je l'ai vu passer, donc qui est la conseillère technique au CRAI d'Aquitaine, démontre que les professionnels des deux champs ont des habitudes de travail et des cultures différentes et qu'il reste difficile de les faire collaborer. Le cloisonnement est aussi financier. Chaque secteur, nous dit Catherine Lafarge, qui est vice-présidente de l'organisation patronale Nexem, chaque secteur relève d'une autorité différente et mobiliser des financements transversaux est difficile. En effet, les départements rechignent à financer des projets qui relèvent en partie du soin. C'est à l'État d'ouvrir des places dédiées dans les structures médico-sociales, or il n'y en a pas suffisamment. Autre constat des rapporteurs, le regard sur les temporalités entre l'ASE, les MDPH et l'éducation nationale n'est pas le même. Donc, le regard sur les situations n'est pas porté au même moment. L'ASE réalise une synthèse annuelle ou semestrielle pour les enfants accompagnés, selon l'âge de l'enfant. La MDPH évalue les situations lorsqu'une nouvelle demande est adressée, soit parce que les orientations en cours arrivent à échéance,
soit parce que la situation de l'enfant a changé. Donc, c'est une demande qui émane du représentant légal de l'enfant qui est à l'origine de cette actualisation des données à la MDPH. L'Éducation nationale dispose de données actualisées chaque année via le GEVASCO. En effet, chaque institution possède sa méthode et ses procédures en cohérence avec ses finalités et ses actions, et sa fonction, pardon. Pour 59% des enfants, l'ASE est intervenue avant l'ouverture de droit à la MDPH et donc avant la reconnaissance officielle d'une situation de handicap. Dans la moitié des cas, il s'est écoulé au moins 3 ans entre la première mesure ASE et l'ouverture des droits à la MDPH. Dans 31% des cas, les droits à la MDPH ont été ouverts avant la première mesure ASE. Et concernant les mesures de protection en cours sur un plan national, les MDPH n'ont pas accès à une information fiable actualisée et le placement judiciaire est la mesure de protection la plus courante, plus ou moins 79% des cas. Tout ça produit des effets sur les enfants, les familles et les professionnels. Fabienne Quiriot, qui est la directrice générale de la CNAP que vous connaissez, écrit ceci. Le handicap peut être un facteur de maltraitance, en particulier lorsque les familles connaissent des fragilités multiples. Inversement, la situation de danger peut générer des troubles du comportement susceptibles de se transformer en handicap. Dans tous les cas, il est nécessaire de mobiliser les ressources en amont à travers des actions de prévention précoce en direction des parents. C'est la clé essentielle pour éviter la dégradation des situations. Or, cela nécessite un portage politique fort. Aujourd'hui, certains conseils départementaux s'emparent du sujet, mais il manque un cadre national qui se décline sur tous les territoires. Il s'agit d'identifier les actions à soutenir en matière d'accompagnement à la parentalité et de les impulser sur tout le territoire. Le vœu de Mme Quiriot est partagé par tous, en tout cas, je l'espère, mais les moyens et les organisations peinent à y faire face. Déjà parce que conjuguer soins et éducation relève du parcours du combattant. 350 000. 350 000, c'est environ le nombre d'enfants et d'adolescents en situation de handicap scolarisés. Et parmi eux, il y en a 279 000 qui sont en milieu ordinaire. Donc, soit 80% et 20%, alors 80% en établissement hospitalier et 20% en établissements médico-sociaux. Or, actuellement et globalement, selon l'UNAPI, 12 500 enfants en situation de handicap sont sans solution. On sait aussi que par ailleurs, il y a 1500 de ces enfants qui sont accueillis en Belgique. À ce chiffre, s'ajoute le délai nécessaire au MDPH pour notifier les droits des enfants en matière de handicap, variable selon les départements. Les textes prévoient une réponse dans un délai de 4 mois, mais la réalité dépasse fréquemment cette période, à un moment où, parfois, il y a urgence et où, durant ce temps de latence, la situation de handicap de l'enfant est susceptible de se dégrader. En ce cas, c'est encore une forme de maltraitance institutionnelle que de faire traîner pareille nécessité de réponse. À cela, les pouvoirs publics répondent en termes de création de places. En effet, bon an, mal an, près de 4000 places sont créées en France chaque année en médico-social pour enfants et adultes handicapés. 60% en IME, 40% dans d'autres services, par exemple les CESAD. Mais, la CNSA nous dit que ce chiffre inclut les transformations, qu'il s'agisse de reconversion de places d'établissements en service ou de changement de public accueilli. Elle représente en moyenne un quart des places officiellement créées, ce qui limite d'autant l'augmentation du parc. Ces places existaient déjà auparavant, mais ont simplement changé d'affectation. Cette situation affecte le secteur de la protection de l'enfance qui pâtit des mêmes effets. Persistance d'enfants en situation de handicap au sein des MEX ou foyers de l'enfance d'accueil d'urgence à défaut de structures adaptées. Persistance de jeunes adultes en situation de handicap au sein de certaines MEX pour éviter les sorties sèches de l'ASE, une sorte d'analogie avec les effets de l'amendement Creton dans le secteur médico-social. Persistance des logiques d'admission sélective au sein des établissements ou services médico-sociaux qui filtrent les prises en charge pourtant nécessaires d'enfants en situation de handicap et qui génèrent des listes d'attente, surtout pour les jeunes les plus atteints. Je rajoute en plus que les établissements sont blindés. Il y a aussi et surtout le cas de ce qui est convenu de nommer le handicap psychique et mental, pour lesquels les acteurs de l'enfance et l'ASE ne sont pas armés, pas équipés. Le désordre des comportements de ces enfants, sans enfants au sens très générique, mais principalement des adolescents, il est vrai, pose des soucis à des professionnels démunis dans un contexte où la psychiatrie institutionnelle et la pédopsychiatrie est sinistrée.
Selon le CESE, le Conseil économique, social et de l'environnement, les handicaps d'ordre psychique touchent surtout les adolescents et ils ne sont toujours pas visibles pour des individus non formés et donc peuvent être ignorés ou associés à d'autres difficultés du jeune, donc pas traités efficacement. Le CESE nous dit que l'organisation actuelle de l'ASE et de la sphère médico-sociale ne prend pas toujours en compte la situation de handicap psychique de ces jeunes. Sans accompagnement spécifique, les parcours deviennent chaotiques, ballottés entre les familles d'accueil relevant de l'ASE, mais qui ne sont pas adaptés à la prise en charge, la sphère médico-sociale, les ITEP, l'IME, CESAT, CMP, parfois les services de PJJ. Et le CESE déplore par ailleurs un nombre de places insuffisant en pédopsychiatrie et une prise en charge qui s'arrête à l'âge de 16 ans. Au-delà, elle se fait dans les services pour adultes des hôpitaux psychiatriques. Par expérience, je peux vous dire aussi qu'il y a des moins de 16 ans qui sont dans les services adultes des hôpitaux psychiatriques. Les maisons des adolescents ou d'autres structures d'accueil d'adolescents en mal-être psychique existent, mais elles s'avèrent trop rares et manquent de moyens, affirme le CESE. J'ajoute un aspect périphérique et personnel, mais j'ai constaté tout à l'heure à la vidéo d'Éric Dolmar qu'il en a parlé aussi, donc j'en rajoute une couche, mais à ma façon, qui, à mon sens, dans certaines situations, met à mal l'égalité des enfants, leurs familles et les professionnels. Ce sont, par rapport aux droits fondamentaux évidemment, ce sont les limites de l'inclusion et notamment l'inclusion scolaire. L'accueil systématique à l'école d'un enfant en situation de handicap lorsque son handicap est lourd pose un sérieux problème aux enseignants auxquels, à mon sens, on demande trop et au-delà de ce qui n'est pas ni leur formation ni leurs compétences. Certes, l'intention est louable, car au nom d'une société inclusive, il ne s'agit pas d'exclure de l'école ordinaire un enfant en situation de handicap. Mais force est de constater que cette limite est atteinte lors de problématiques graves, telles des enfants à forme sévère d'autisme, confiés en Ulysse par exemple, ou des enfants polyhandicapés scolarisés en école ordinaire. Dans ces conditions, je ne suis pas certain que ces enfants en tirent un profit réel, au-delà du fait que les enseignants sont en souffrance professionnelle, même s'il y a une ESH, comme l'a dit tout à l'heure Éric Dolmar, et du coup les familles deviennent souvent hostiles face au corps enseignant, parce qu'elles ne comprennent pas le rejet que les enseignants font de leur enfant, ou en tout cas le vivent comme ça. Là encore, le déficit de places en structures spécialisées explique parfois ces situations de maintien scolaire au nom de l'inclusion. Et on le voit dans les notifications MDPH. Votre enfant, c'est l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure, votre enfant restera en Ulysse tant qu'un IME ne sera pas disponible. Voilà, donc tout le monde est dépassé. Je ne suis pas vraiment certain dans ces cas-là que l'intérêt supérieur de l'enfant, pierre angulaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, soit respecté. Alors, double ou triple peine? Quel que soit leur parcours, des enfants en situation de handicap, alors, nous dit Claude Volmar, qui est directeur général du Centre régional d'études d'action et d'information pour des personnes vulnérables d'Auvergne-Rhône-Alpes, quel que soit leur parcours, les conditions d'accueil ne sont pas compatibles avec leurs difficultés. Lorsqu'ils sont suivis en protection d'enfance, leur handicap n'est pas ou difficilement pris en compte. Inversement, dans le champ médico-social, la question sociale est parfois éludée. Cette situation priorise de fait l'institution au détriment de l'enfant qui n'est pas appréhendé dans toutes ses dimensions, déplore aussi Fabienne Quériot, directrice de la CNAP. En outre, ce sont souvent les adolescents en difficultés multiples que les acteurs ont tendance à se renvoyer. Si un enfant est accueilli en IME et que la situation se complexifie, la structure veut l'orienter vers l'ASE, précise Mme Fiacre. Régulièrement qualifiés d'incasables, ils n'ont de place nulle part et leur accompagnement dépend surtout de celles disponibles. Et il y a autant de schémas de prise en charge que de situations, et cela dépend surtout des ressources du territoire, résume Michel Créoff, vice-présidente du CNPE. Au final, à leur handicap et leur situation de danger, s'ajoute une inadaptation des accompagnements qui génèrent une maltraitance institutionnelle, regrette Claude Volmar, d'où pour ces mineurs une triple peine qui peut aller jusqu'au sur-handicap. Alors l'ASE. Les jeunes à difficultés multiples qui ont encore plus que les autres besoin de stabilité connaissent alors des parcours heurtés et sont accueillis à titre principal dans des structures non spécifiques, MEX ou famille d'accueil par exemple, de l'ASE. Et l'ASE apparaît trop souvent comme une variable d'ajustement des limites du secteur médico-social. Ce n'est pas moi qui le dis, je le partage, mais c'est le Conseil économique, social et de l'environnement. Pour les familles, il y a un maquis social et médico-social illisible, mais aussi pas que pour les familles. Un autre aspect.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, écrivait Nicolas Boileau. Mais si on veut lire et comprendre le buisson enchevêtré administratif et judiciaire de la protection de l'enfance, on est très loin du précepte de Boileau. Les familles doivent s'armer de patience et d'indulgence pour tenter de défaire les chevaux confus de l'organisation médico-sociale, sociale, santé et judiciaire qui structure la protection de l'enfance. Et s'il est dit que les enfants double peine sont invisibles, selon le rapport du Défenseur des droits de 2015, on peut tout aisément affirmer que l'organisation sociale et médico-sociale est touffue, opaque, elle aussi invisible, à tout le moins incompréhensible pour les familles. Que de sigles, que de compétences croisées, que d'acteurs en place, les associations gestionnaires, les associations militantes, les organismes publics, la justice, les médecins, enfin bref. Les familles se sentent ballottées entre tout ça, ne comprennent pas de quoi ils retournent, qui fait quoi, et s'adressent régulièrement à nous, délégués défenseurs de droits, pour décoder le social et leurs droits à ces familles et à ces enfants. Au-delà des familles, pointe un rapport du Défenseur des droits en 2017, la méconnaissance des droits de l'enfant par le grand public. 48% des personnes interrogées pensent que les enfants n'ont aucun droit en France. Et 2% savent qu'il y a une convention internationale des droits de l'enfant. Ce n'est pas par ignorance, mais peu est fait pour rendre compréhensibles et accessibles les systèmes sociaux et médico-sociaux censés protéger les droits fondamentaux de l'enfant. Il faudrait donc promouvoir les droits de l'enfant et rendre lisibles les systèmes et acteurs de terrain, de sorte que les familles s'y retrouvent. L'appel du 12 juin 2021 des 4 anciennes défenseurs des enfants à créer un code de l'enfance unifié plaiderait en faveur de cette nécessaire meilleure lisibilité. Non, au-delà du fait que ce code de l'enfance rassemblerait tous les textes concernant l'enfance, peu importe leur origine de droit, elle plaide aussi les 4 anciennes défenseurs des enfants pour qu'il y ait un ministre en plein exercice et non pas seulement un secrétaire d'État. Ne m'applaudissez pas, c'est les défenseurs des enfants qui disent ça, hein, mais je suis d'accord. Alors, des solutions, j'ai intitulé cette partie, c'est la dernière partie, pas de zéro pour les professionnels de terrain. Vous allez comprendre pourquoi. À l'appui du rapport Pifto de 2014, Zéro sans solution, les pouvoirs publics cherchent indiscutablement des solutions. Faute de place en structures spécialisées, une réponse des autorités consiste, comme l'a signalé Mme Sophie Cluzel, donc qui est secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, mais je pense que vous le savez. Une réponse d'autorité consiste à combler la pénurie en s'appuyant sur, encore une fois, le droit commun. Il faut donc, nous dit la ministre, désinstitutionnaliser les structures spécialisées, mobiliser encore plus le secteur libéral, et puis, faute de place dans les IME, faire venir les IME dans les MEX, je cite. Et quand les moyens font défaut et que le problème est grave, il est donc fait appel à l'innovation. Moi, j'ai fait une grosse partie de ma carrière où on m'a demandé d'innover. Hein. Qu'est-ce qu'on est bon. Une manière élégante de faire valoir les qualités que je considère comme indispensables. Donc, je répète, une manière élégante, l'innovation, de faire valoir les qualités indispensables de bricoleurs des acteurs de terrain que vous êtes pour trouver des solutions que le cadre institutionnel statutaire normalisé ne propose pas ou ne propose plus. Mais cette instabilité des trouvailles, ou des devoirs, ou des injonctions d'innovation, face à l'ampleur des besoins, épuise parfois les professionnels. De même, l'appel à se coordonner. Alors là, ça fait des années que cet appel existe. Je ne vous dirai pas depuis quand je suis dans le secteur social, mais j'ai toujours entendu qu'il fallait savoir se coordonner, sauf que chaque institution, mais ça a été précisé par l'intervenante qui m'a précédé, garde ses prérogatives, au moins pour les raisons. Donc, pour dépasser ces clivages, sont créés, et ça je le tiens des propositions de Sophie Cluzel, dans un entretien du 1er septembre 2021, donc voilà, c'est récent, donc sont créées des équipes mobiles de coordination à travers de dispositifs innovants, mais sont surtout innovants par leurs sigles. On sait inventer des sigles. Alors il va y avoir les équipes d'appui, je ne les ai pas toutes données, hein, les équipes mobiles d'appui à la scolarisation, les EMAS, des pôles inclusifs d'accompagnement et localisés, les PIAL, les communautés 360, des pôles de compétences et de prestations externalisées, PCPE, etc., etc. Tous ces dispositifs
propose de mutualiser les compétences des intervenants, mais ces intervenants, ces dispositifs ne font pas l'unanimité par les familles, et ça, elles me le disent, elles vous le disent, parce que ce qu'elles voient quand elles ont des besoins pour leurs enfants, c'est surtout qu'il y a moins d'heures d'accompagnement, mais il y a plus d'heures de coordination. Ce que disent les familles, hein, je témoigne. Un chef de service d'un PCPE me disait récemment, la semaine dernière en fait avec humour, oui, on est coordonnateur, mais surtout d'intervenants libéraux. Et les intervenants libéraux choisissent ceux et qui ils veulent, autant les enfants que leur méthode de travail, sans entendre mutualiser facilement leurs pratiques. Ça renvoie aussi à la difficulté de lire le social que j'évoquais précédemment, mais ça renvoie aussi à une instabilité permanente pour les professionnels de terrain, y compris les personnels des administrations déconcentrées, qui sont tenus de se familiariser et de s'adapter sans cesse avec ces nouveaux dispositifs qui éclosent régulièrement. De même, l'appel à la formation des acteurs de l'enfance qui ressurgit à chaque réforme législative ou presque. Je peux même enlever le presque. Il faut toujours vous former, toujours trop former. Je dis toujours, avec plaisanterie mauvaise, qu'il faudrait 9 années d'études avant d'être éducateur de base. L'impression que l'on en demande toujours un peu plus aux intervenants de terrain, santé ou sociaux, au-delà de leurs compétences de base, pour faire face aux problématiques complexes auxquelles ils sont confrontés. Ce que je veux dire par là, c'est cette sensation d'avoir toujours à entendre les mêmes recettes depuis des années pour décoincer les réponses des systèmes institutionnels et des acteurs professionnels sans que les résultats soient totalement probants, alors même que les besoins augmentent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le CNPE réclame un cadre de référence national des évaluations des jeunes en ASE. Je vous passe la citation, peu importe. Au préalable, le CNPE nous dit qu'il y a 4 conditions nécessaires à l'équilibre entre le travail en partenariat et le travail propre à chaque fonction de chaque institution. Reconnaître la légitimité des partenaires dans le travail commun, et donc construire une relation basée sur la confiance dans l'institution et dans les professionnels qui la représentent. Ça, j'ai pu observer lors de mes entretiens préalables à cette intervention, qu'en fait, tous les professionnels pointent que ce n'est pas la coopération entre institutions qui pose problème, ou qui va bien, c'est plutôt ce qui pose problème, c'est les personnes qui les habitent. C'est-à-dire, avec telle personne dans telle institution, ça se passe vachement bien, on a fait des beaux projets. Par contre, quand ça a changé, le directeur a changé, c'est plus du tout la même chose. Donc, on est bien basé sur la relation de confiance. Il faut savoir partager la responsabilité institutionnelle autour des situations, nous dit le CNPE. Connaître à minima les prérogatives des partenaires, je vais en parler juste après, et partager des références communes. Il faut aussi tisser des liens, ça passe par des formations communes entre les acteurs de la protection de l'enfance et ceux du soin médico-social. D'autres initiatives visent à tisser un lien entre l'ASE et l'MDPH, nous dit par exemple Pierre Stecker, directeur de l'enfance de la DASES à Paris, enfin ancien directeur je crois. Plusieurs départements ont installé des commissions de cas complexes qui réunissent l'ASE, la MDPH, l'ARS, la PJJ, l'éducation nationale, ainsi que les représentants des établissements médico-sociaux. Il faut marier, l'expression n'est pas de moi, mais je vous la propose, il faut marier les secteurs éducatifs, social et médical. À l'appui notamment des propositions du rapport Ramadier-Goulet, alors pour vous situer, c'est un rapport qui est sorti en 2019 de 2 parlementaires sur les questions de l'ASE. Il serait souhaitable de généraliser des dispositifs à double habilitation tels les ISEMA, il y en a un en allié, ou les IMEX, dont il a été fait allusion tout à l'heure. J'ai cru à un moment donné que les IMEX, c'était une MEX virtuelle, comme l'e-learning. J'ai eu peur. Non, c'est IME-MEX. Voilà. Non, mais avec la dématérialisation constante des services publics auxquels vous êtes, et je suis, et nous sommes confrontés, on s'attend à tout, hein, après tout. Bon. Il est aussi nécessaire de développer la mise en place de dispositifs souples, comme les plateformes de services financer la prestation, qui permettrait de répondre à la problématique des jeunes qui ont besoin d'une prise en compte simultanée d'un handicap et d'une situation de danger. Il faut que les départements disposent des moyens thérapeutiques et médico-sociaux à l'intérieur de leur structure pour éviter l'éclatement entre le soin et le social. Ça suppose des transferts financiers de l'État, ARS, vers les conseils départementaux pour ce faire. Je ne sais pas du tout si la meilleure solution, c'est de lever un impôt local pour ça, mais en tout cas, les départements, c'est clair, ils ont besoin de financement, ils ne peuvent pas tout faire. Il faut savoir... Oui, je termine. C'est ça? Alors, je termine. 2 minutes, promis juré. Attends, j'ai relu le truc, hein, ça tenait dans le... Mais bon. Conversant avec Éric Dolmar, il y a 15 jours, à qui je demandais son opinion sur l'avancement de cette problématique, donc le lien entre le handicap et le social depuis 2015, il m'a répondu « pas grand-chose ».
Donc c'est un constat pessimiste, mais peut-être réaliste. Bon, je passe, c'est vrai que dans les différents textes, y compris la loi du 14 mars 2016, ou le projet de loi actuellement en discussion, il n'y a pas grand-chose, je n'ose pas dire rien, sur la question de la prise en compte de la double vulnérabilité. Le nerf de la guerre, c'est le financement, on l'a dit. Si les acteurs de terrain font montre d'inventivité pour les enfants dont ils ont la charge, il reste que tous considèrent que le sujet manque de portage national. Le chantier qui a été lancé dans le cadre de la 5e conférence nationale du handicap du 11 février 2020 n'a pas abordé, en fait, il y avait des espoirs, mais il n'a pas abordé ce chantier la question aussi de la problématique handicap social. Mais, je termine, je vous jure, un communiqué national qui date du 21 janvier 2021 pointe la prise de conscience de cette problématique par les représentants des autorités publiques. Sophie Cluzel, je cite, « Les parties prenantes de terrain doivent être pleinement associées pour améliorer la prise en charge des mineurs confiés à l'ASE et au plus près des besoins spécifiques des jeunes en situation de handicap. » Adrien Taquet, donc ils se sont fait écho, « Il est urgent de soutenir les structures qui proposent des solutions innovantes en favorisant leur développement et garantir une approche par le parcours de l'enfant en assurant la présence de certains professionnels dans les lieux de vie. Interprétons ces signaux pour espérer que la question protection de l'enfance en danger et handicap devienne un sujet de politique publique à part entière. Il y va de la crédibilité incarnée dans les politiques publiques, l'intérêt supérieur de l'enfant qui est au cœur de la Convention internationale des droits de l'enfant. Merci à vous. Merci. Il nous reste peu de temps pour prendre des questions, d'autant qu'avant de prendre des questions, j'imagine que Pavot a des choses à nous dire. Merci. Oh, oui. Il n'y en a pas un troisième? Non? Bon. Alors, 5 minutes de questions-échanges avec Monsieur Rollin. Échange par SMS, vous vous souvenez, ou échange en prenant la parole. Alors moi, je ne vois pas du tout, à cause des systèmes de projecteurs, je ne vois pas du tout les gens qui sont à l'étage. Mais pas du tout. Or, vous avez le droit aussi d'avoir envie de poser une question. Je ne sais pas comment faire. Peut-être demander à ce qu'on allume de la lumière là-haut, peut-être, si c'est possible. Bref, allez, une question. Je vous en prie. Oui, bonjour, Arnaud Chefchik, je suis psychologue. C'est pas tant vraiment une question, c'est plus un constat, parce que j'ai beaucoup apprécié cette intervention et celle d'avant, en termes de contenu, même si le constat n'est pas si positif que ça, mais c'est un constat qu'on fait tous, je pense, par nos pratiques. Je voulais un peu rebondir sur la question de la mutualisation des pratiques que vous parlez tout à l'heure. Parce qu'en fait, nous, on observe, en tout cas au niveau de mon service, vraiment un morcellement au niveau de la prise en charge, mais aussi la question des orientations théoriques des différents services. En fonction de si on oriente un enfant vers un service ou un autre, il n'aura pas le même diagnostic, et ce qui fait une autre prise en charge. Et ce qui fait que nous, en amont, on est souvent confronté à réfléchir, est-ce qu'on va plutôt l'orienter en pédopsie, en CMP, auprès d'un CAMS, qui va avoir des diagnostics très différents en fonction de leur orientation théorique. Et c'est là où je me demandais, en fait, comment nous, à notre niveau, on peut impulser aussi cette pluridisciplinarité avec ces différents courants qui existent, mais également informer certains parents qu'ils ont le droit à une contre-expertise quand il y a certains bilans, parce que souvent ils s'attachent à ce bilan et ils ne savent pas en fait qu'on pourrait le re-questionner ou l'accompagner autrement. Oui, voilà. D'abord, je ne suis pas un sachant, donc moi, je veux bien que j'ai des réponses à des questions, mais je peux vous donner mon point de vue, mais je ne suis pas le sachant qui va donner son savoir par rapport à ça. Je vois déjà la question là, qui est posée par SMS. Dans le cas d'une mesure d'AMO, les parents à être acteurs, comment accompagner les parents à être acteurs d'une prise en charge? Je fais un constat en amont.
de cette question, avant que les parents soient acteurs, encore faut-il qu'ils soient là. Et là, j'étais au COPIL du schéma départemental de la protection de l'enfance la semaine dernière, en Moselle, hein, où le directeur d'ASO signifiait que là, il y avait encore un grand pas à faire. C'est qu'en fait, la problématique avant, qui doit être posée, c'est savoir est-ce qu'on intègre bien les parents dans, comment dirais-je, est-ce qu'on les écoute, est-ce qu'on les entend, est-ce qu'on organise les conditions dans lesquelles ils vont pouvoir s'exprimer. J'en sais bien que quand je dis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un droit que les parents ont à être entendus. Alors après, moi c'est vos métiers pour faire en sorte que les parents se mobilisent, si les conditions sont réunies pour qu'ils soient présents. C'est tout le savoir-faire professionnel qui doit faire en sorte de faire en sorte que ces parents soient acteurs. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en ce moment autour des accompagnements à la parentalité ou à l'exercice de la parentalité. Donc c'est un peu ça, ces idées. Ensuite, la question de la mutualisation des pratiques, je ne sais plus ce que c'était. La question. C'était pas une question. Il me semble que c'était plus une analyse de situation que... Alors on peut prendre, si vous voulez bien, la question qui nous est parvenue par SMS, comment accompagner, dans le cadre d'une mesure d'AEMO, les parents à être acteurs d'une prise en charge médico-sociale de leur enfant en connaissant la réalité que vous venez d'évoquer. Question facile. Hein. Oui, mais je viens d'y répondre. Donc... Moi, je crois. Hein. D'abord, je n'ai pas répondu. Encore une fois, je ne suis pas un sachant. Je dis simplement, mais là, je prends la position du défenseur des enfants, hein, que les parents doivent être associés aux mesures qui concernent leurs enfants. Voilà. Et que les enfants doivent être aussi associés à l'ensemble des mesures, amont et aval. Et que là, il y a encore un grand pas à faire, avant de pouvoir prétendre à ce qu'ils soient acteurs. Voilà. L'AEMO n'a-t-elle pas à se réinventer avec maillage plus affiné avec le CESAD? Donc ça ferait CESA-EMO. CESA-EMO. Ça ferait service d'éducation de soins spécialisés, action éducative en milieu ouvert. Peut-être, je ne sais pas. Je me méfie toujours des idées comme ça avant. Non, plus sérieusement, je vais faire référence à Éric Dollemar. Il a dit, avant d'inventer quoi que ce soit, si on faisait des études d'impact. Voilà. On invente beaucoup de choses dans le social, puis on fait une étude d'impact après. Enfin, je suis un travailleur social, je l'ai été comme vous, hein. C'est une pierre dans mon jardin. Mais on invente des trucs, puis on regarde le bénéfice-risque après. On peut faire des études d'impact avant d'innover. Ce serait quand même pas mal, quoi. Voilà.